3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous, le président d'Altair Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Didier Borowski de nous accompagner également. Bonsoir Didier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute et Raphaël Thuin à nos côtés également ce soir. Bonsoir Raphaël. Merci d'être là. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Parlons peut-être des taux réels. Je trouve que c'est un bon point d'entrée pour entamer une discussion de marché, Raphaël. Je regardais le taux réel à 10 ans aux États-Unis, donc corrigé des anticipations d'inflation. Ce taux réel à 10 ans atteint aujourd'hui 2%, ce qui est un plus haut dans ce cycle, ce qui est un plus haut depuis 2009. C'est évidemment la conséquence de ce que veut faire et veut voir la Réserve fédérale américaine, mais ce niveau de 2%, effectivement, encore une fois, on ne l'a pas vu depuis très très longtemps. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est une nouvelle normalité qui va s'installer peut-être pour plusieurs mois dans les marchés, avec, si oui, quelles conséquences sur le cycle macro et sur le cycle des marchés financiers ? C'est effectivement la question centrale des marchés aujourd'hui. Quelle va être la direction de ces taux d'intérêt dans les mois qui viennent ? Un petit peu une douche froide. Cet été, on était encouragé par ce cycle de désinflation qui s'était entamé, à l'automne 2022. On avait l'impression que ça y est, le plus dur était fait, que les banques centrales allaient enfin gagner en marge de manœuvre. Et puis, force est de constater depuis quelques mois qu'il y a une stabilisation de cette désinflation, peut-être même un retournement de tendance. Les grands facteurs désinflationnistes de ces 12 derniers mois se sont renversés, ou en tout cas se sont épuisés. Quand vous regardez les matières premières, vous en avez parlé à l'instant, cette fois-ci elles repartent à la hausse depuis juin. Vous avez parlé du pétrole, c'est assez remarquable, 30%. L'indice Bloomberg des comos, qui inclut toutes les comos, est lui plus proche des 8% de rebond. Donc ça commence à être significatif, ça se sent dans les chiffres de l'inflation, on l'a vu récemment. Donc ça, c'est un facteur de désinflation qui s'est épuisé. Sur les biens, qui a mené aussi une grosse partie de cette désinflation, elle est terminée. Il n'y a plus d'inflation sur les biens. Et malheureusement, lorsqu'on regarde les chiffres récemment, en particulier aux États-Unis, les ISM, on a vu une reprise de l'inflation sur les biens. Donc, quid des mois à venir, c'est incertain. Et puis, des effets de base, c'est un peu plus technique, mais on se comparait à des chiffres très élevés d'inflation. Ces effets de base, maintenant, ils vont plutôt jouer en notre défaveur, avec une inflation depuis un an qui a baissé. Donc là, clairement, il va falloir que ce phénomène d'inflation soit jugulé, en tout cas que d'autres segments prennent le relais. Alors, on pense évidemment aux services. Les services, c'est 80% de l'inflation aux États-Unis. Ça a été un facteur déterminant dans l'envolée des prix. Or, les services, on le sait, ça met du temps à baisser. Les prix mettent du temps à baisser. C'est moins sensible aux politiques monétaires, très sensible au marché de l'emploi. Or, le marché de l'emploi reste robuste malgré tout. Donc, une incertitude là aussi. D'ailleurs, on n'a pas constaté aujourd'hui de cycle de désinflation s'entamer réellement sur les services. Et puis, toujours cette incertitude autour des comos dans les mois à venir. Quid du prix du gaz, quid de l'Ukraine. Alors là, on ne va pas se lancer là-dessus, c'est absolument imprévisible. Donc, résultat des courses, on est sur des taux qui continuent leur tendance haussière. Une thématique des banques centrales qui devient beaucoup plus floue. Dans quelle mesure cette remontée des taux peut changer les attentes des marchés en termes de potentielle baisse des taux à l'avenir. Et puis une vraie question sur les valorisations. Une des parties du rebond des marchés portait sur cette thématique d'inflation maîtrisée, d'une baisse de taux à venir, qui justifierait potentiellement des multiples qui sont assez élevés. Et là, la question reste entière. Il y a un vrai risque pour vous alors on a parlé beaucoup de la désinflation immaculée qui n'avait pas eu d'impact notamment sur le chômage aux États-Unis jusqu'à présent. Là, l'idée, c'est une désinflation contrariée peut-être devant nous, Raphaël. C'est un risque important. C'est un risque important. Chez Tikeo, on mise vraiment sur cette idée que, oui, certes, les prix vont baisser sur le long terme, mais on est probablement dans un changement d'air où cette inflation, elle est structurelle. Elle va se maintenir à des niveaux beaucoup plus élevés, dû au fait que la démondialisation atteint à des niveaux importants, les coûts de production ont augmenté. On a beaucoup parlé de cette dimension-là. Et que finalement, lorsque vous regardez les attentes des marchés, les anticipations des marchés, on reste sur une complaisance assez remarquable vis-à-vis de ces problématiques d'inflation.
Donc ça pose question. Et en tout cas, pour l'investisseur, aujourd'hui, ça va être une dimension à prendre en compte pour la fin d'année. La désinflation contrariée, ou le risque de voir la mécanique de désinflation contrariée après être passé de 10 à 5 en Europe et de 10 à 4 ou 3 aux États-Unis. Didier, qu'est-ce qu'on peut dire en cette rentrée? Et je reviens sur mon taux réel 10 ans américain à 2%. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un new normal qui s'installe pour les investisseurs? Il y a deux éléments dans la question. Il y a d'abord la question inflation. Donc la désinflation est contrariée en effet par les prix de l'énergie, mais il faut regarder aussi l'inflation sous-jacente. Nous, notre sentiment, c'est quand même que l'inflation sous-jacente, bon an, mal an, elle va ralentir. Mais il faut avoir en tête qu'elle va ralentir lentement. Donc on va revenir à la cible de la Réserve fédérale plutôt fin d'année prochaine, et donc de façon très graduelle. Alors est-ce que ça va être avec des à-coups? Probablement, sur certaines composantes des prix, parce que je pense que le nouvel environnement dont on vient de parler sur les prix, c'est pas nécessairement sur l'inflation en tant que telle, c'est des chocs sur les prix relatifs qui sont très difficiles à anticiper. Donc on va rentrer dans un environnement avec la transition énergétique, dans ce nouvel monde de mondialisation, on va dire, différente, en tout cas où des prix relatifs vont s'ajuster. Donc il y aura en effet une inflation probablement plus volatile et probablement structurellement un peu plus élevée. Mais je ne crois pas sur les taux nominaux que le sujet de l'inflation épuise le sujet de la remontée des taux d'intérêt. C'est-à-dire que ce qu'on a vu sur les segments longs de la courbe des taux américains, à mon avis, reflète aussi une problématique liée à la dérive budgétaire américaine. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'ensemble, mais fondamentalement, il faut quand même avoir en tête qu'il y a une dégradation des finances publiques américaines. Certaines agences ont envoyé des petits signaux d'alerte sur la notation américaine. À l'horizon 5 ou 10 ans, quand on regarde la dynamique de la dette publique américaine, c'est assez peu su en Europe, mais elle est bien plus mauvaise que celle de la zone euro prise dans son ensemble. C'est-à-dire que la zone euro, depuis la grande crise financière, il y a eu une hausse assez modérée. Je parle de la zone euro agrégée, je vais revenir au pays. Il y a eu une hausse assez modérée du ratio dette sur PIB. Aux États-Unis, on sera à 138% du PIB en 2028. Et les déficits budgétaires sont assez élevés. Et il n'y a pas de politique budgétaire restrictive dans le tuyau. Bien au contraire, on a bien sûr, évidemment, tous en tête le projet Inflation Reduction Act qui a des effets multiplicateurs assez marqués. Donc il est possible, ce que je dis, c'est qu'il est possible qu'au-delà de la conjoncture et de l'inflation, il y ait aussi une prise de conscience de ce que on est quand même durablement dans un paysage, et donc ça se paye par des primes de risque. Je parle des segments longs de la courbe des taux. Très clair. Voilà. Et sur les taux d'intérêt réels, attention, il y a différentes manières de les mesurer. Il y a les taux d'intérêt réels de marché, les taux d'intérêt réels quand on enlève l'inflation moyenne les taux d'intérêt, on est quand même avec des taux d'intérêt réels qui sont encore très élevés. En soi, c'est pas alarmant le niveau des taux d'intérêt réels en niveau aujourd'hui. Et c'est clair qu'on a une séquence de durcissement monétaire qui est telle qu'on devrait quand même voir les conditions financières et monétaires commencer à mordre sur l'activité au premier semestre de l'année prochaine. Mais il y a des facteurs temporaires sur lesquels on reviendra qui expliquent pourquoi finalement, en dépit de ce qui a été fait, de la remontée des taux d'intérêt réels, on n'a pas vu au jour d'aujourd'hui la croissance américaine ralentir. Non, mais une partie de la réponse, c'est déjà la variable budgétaire, qui devient une variable clé aujourd'hui. Pour expliquer la différence entre la dynamique américaine, européenne et chinoise. C'est vrai, mais il faut faire attention, parce qu'il y avait, quand on mesure l'impulsion budgétaire, c'est la variation du solde budgétaire structurel. En théorie, on devait avoir une impulsion budgétaire négative, c'est-à-dire, ou en tout cas qui se normalisait, mais qui n'était pas vraiment un soutien pour la croissance. Mais ce type de mesure d'impulsion budgétaire ne prend pas en compte les effets multiplicateurs. Or, il y a des effets multiplicateurs absolument incroyables liés à l'Inflation Reduction Act, aux taxes, aux déductions fiscales, etc. Et ça a eu un effet qui a surpris tout le monde, y compris la Réserve fédérale, y compris le Trésor américain, etc. Et quand on regarde en détail les chiffres, il est possible que cette dynamique de l'investissement perdure. Et donc là, on a quelque chose d'inobservé, c'est-à-dire qu'on a une banque centrale qui durcit très fortement sa politique monétaire, et l'investissement qui surprend à la hausse en lien avec des effets multiplicateurs de la politique budgétaire qui ont été sous-estimés. Alors, ces effets multiplicateurs, on sait, ils ont un pic. On ne sait pas bien chiffrer, parce que c'est des choses qui n'ont jamais été faites par le passé. Donc on ne sait pas très bien chiffrer, mais normalement, le pic, on devrait l'attendre dans les mois qui viennent. Et on devrait avoir quand même, et du côté de la consommation, un autre facteur qui a beaucoup surpris depuis le début de l'année, c'est l'ampleur du soutien apporté à la consommation par l'épargne excédentaire, mais qui est en train de fondre comme un neige au soleil. C'est-à-dire, les effets de l'épargne excédentaire devraient s'épuiser d'ici la fin de l'année, peut-être même dès ce trimestre. Et donc l'un dans l'autre, on voit que deux des grands moteurs de la croissance américaine au premier semestre, et probablement encore au troisième trimestre, vont probablement s'amenuiser, se perdre un peu en dynamisme, voire s'épuiser d'ici le premier trimestre 2024. Et qu'est-ce qui restera? La montée des taux d'intérêt réels, le durcissement des conditions financières, et là on peut avoir un effet quand même d'aplatissement de la croissance américaine assez marqué, avec évidemment les questions récurrentes et sous-jacentes sur qu'est-ce qui va se passer en termes de politique de la Banque centrale. Et ce qui est nouveau aussi dans ce que vous décrivez, c'est que
les salariés américains vont voir une croissance réelle positive de leur salaire, avec une inflation qui s'est quand même atténuée depuis un an, et des hausses de salaire embarquées, qui couvrent aujourd'hui quand même en partie largement l'inflation telle qu'elle est mesurée aux États-Unis. Il y a quand même une dégradation lente du marché du travail, donc ça devrait se poursuivre. Ce ne sera pas un très fort soutien à l'activité économique, de notre point de vue. Il y a quand même une récession qui se prépare d'ici la mi-2024, probablement au premier... Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de récession jusqu'à présent aux États-Unis que 2024 sera immune de ce point de vue-là. Non, parce qu'il y a des effets dont on sait qu'ils sont temporaires. Par contre, on ne sait pas bien jauger la fin de ces effets temporaires. C'est ça la question aujourd'hui qui est posée aux conjoncturistes notamment. Christian, vos commentaires, vos remarques sur Oui, déjà, le retour des salaires, des taux d'intérêt réels, c'est lié aussi... Alors, il y a plusieurs choses, mais il y a un des éléments structurels. Et ça a été en partie dit déjà, c'est le fait que, très clairement, on est sur une hausse de l'investissement et d'un investissement public fort, qui n'est pas dépendant des taux d'intérêt. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on parle de transition énergétique, de plus en plus, on parle d'investissement public fort pour faire cette transition énergétique, avec des tensions qui seront là sur certaines matières premières, qui seront vraiment indispensables de manière très importante pour cette transition énergétique. Donc ça veut dire que vous avez clairement un investissement aujourd'hui qui n'est pas privé, qui est public, déconnecté des taux, qui est là. Et donc forcément... Enfin, déconnecté des taux, il faudra bien les financer quand même, ces investissements. Mais on sait que ça ne sera pas aussi... C'est pas le niveau des taux qui détermine la volonté politique, mais quand même... Ce ne sera pas la rentabilité du projet qui sera mis en avant, c'est plutôt cette transition. Oui, mais on est quand même sur des investissements longs. Quand on parle d'investir dans les centrales nucléaires, quand on parle aujourd'hui de l'inflation Reduction Act, investi quel que soit le niveau des taux d'un Fed. C'est des aides qui apparaissent. Et donc ça, c'est même contradictoire par rapport à la politique de la Fed. La Fed monte ses taux, renchérit le coût de l'investissement, et derrière, vous avez des subventions publiques qui abaissent le coût de l'investissement, donc améliorent la rentabilité. Donc ça, ce sont des vrais effets. Mais au-delà de tout ça, c'est que je pense que les marchés commencent à prendre en compte cet élément-là, où on va avoir véritablement un investissement qui va être durablement plus fort, alors qu'avant, on était sur un excès d'épargne. Maintenant, on va devoir financer cet investissement. L'autre élément, alors ça, c'est structurel. Je ne vous dis pas que ça n'empêchera pas les taux de rebaisser, mais conjoncturellement ou très ponctuellement. Mais en tout cas, c'est un vrai élément. Et puis l'autre élément, c'est peut-être que le marché se dit aussi que la période de taux négatifs, de banques centrales qui achètent la dette à tout va, elle est quand même largement finie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous aviez une récession aux États-Unis, même en Europe, si on a une récession, je ne vois pas la BCE tout de suite repasser à des taux négatifs pour relancer l'économie. Et je ne vois pas la BCE mettre en place un programme de rachat d'obligations. Donc, on est quand même sur l'idée que les banquiers centraux ont pris en compte, et d'ailleurs, regardez le dernier discours de Madame Lagarde, elle a dit, voilà, on est sur une période de retour de l'inflation. Alors, elle sera l'inflation... Retour de l'inflation, ça ne veut pas dire qu'on va rester sur une inflation qui va être à 3, 4 indéfiniment. Elle peut revenir à 2. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de la faire revenir à 2. Avant, l'objectif, c'est qu'elle aille à 2. Donc, on change de monde. Et donc, ça veut dire que les banquiers centraux, aujourd'hui, ne sont pas prêts à monétiser la dette. Ils ne sont plus prêts à injecter des liquidités. Et donc, forcément, ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne un prix à ces liquidités, à l'argent. Et donc, on est sur un vrai changement structurel. Alors, après, de manière un petit peu plus conjoncturelle et ponctuelle, ce que commence à intégrer le marché, c'est très clairement de l'incertitude sur l'inflation. Et ça, c'est quelque chose, alors il y a encore quelques semaines, qui était assez incroyable. Quand vous regardiez les marchés, le marché, c'était on tire la ligne droite, on avait un beau mouvement de désinflation, on tire la ligne droite et puis on se dit on y va, on va vers les deux. D'ailleurs, il y avait même une certaine incohérence, puisque quand vous regardiez les prévisions... On arrive à trouver les deux quand on enlève le loyer implicite, quand on enlève toutes les parties qui n'ont pas encore baissé. Il y en a plein qui nous montrent qu'en rythme annualisé sur 3 mois, sur 6 mois, on est déjà quasiment à 2 d'inflation aux États-Unis. Il y a l'Espagne, par exemple. L'Espagne qui était même repassée en dessous de 2 sur l'indice global. Alors là, c'était formidable. Bon, on sait qu'il y a des éléments techniques, on sait que c'est plus compliqué que ça. Et on sait qu'en plus, quand on sort des bouquets énergétiques en Europe, ça va faire remonter l'indice des prix mécaniquement. Et puis surtout, il y avait un vrai décalage. C'est-à-dire que si vous preniez, il y a encore au mois de juin, les marchés obligataires nous disaient on est à 2, alors surtout aux États-Unis un peu plus tard en Europe, mais on est à 2 d'ici la fin 2023. Vous interrogiez les banquiers centraux, le FMI, l'OCDE, ils vous disaient on sera au-dessus de 2 jusqu'en 2025. Donc il y avait quand même une vraie incohérence de marché. Et je pense que le marché n'a pas encore totalement intégré ça, mais il va falloir qu'il l'intègre. Maintenant, on est dans un moment de volatilité de l'inflation et ça sera beaucoup plus long. Et puis, dernière chose, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est au réel positif pour la Banque centrale américaine, puisque aujourd'hui, alors, il reste un levier aux États-Unis pour vraiment réduire l'inflation, parce que le mouvement de désinflation s'est fait sur les prix de l'énergie et sur les prix des biens.
Donc ça, c'est fini. Les prix des biens, ils vont pas... Raphaël, bien sûr. Et il nous reste, encore les prix de l'immobilier. Oui. Et pour freiner l'immobilier, il faut absolument que les taux longs américains restent élevés, parce que sinon, l'immobilier repart très très vite aux États-Unis. On n'a pas de stock aux États-Unis. Si la demande est de nouveau stimulée par une baisse des taux d'intérêt, ça va repartir très vite. D'où le fait qu'on a forcément des banquiers centraux, qu'ils y croient ou non, qui vont devoir maintenir un discours. Faut qu'ils maintiennent des taux longs. Parce que s'ils commencent à dire, ça y est, on a gagné, c'est fini, les hausses de taux, c'est fini, le marché va dire, dans 6 mois, il baisse les taux, et vous allez avoir les taux longs qui vont baisser immédiatement, la courbe des taux qui va s'inverser. Et donc, il faut maintenir ces taux-là. Et donc, le seul moyen, c'est de maintenir un discours très fort. Et ça, je pense que le marché n'est pas prêt aussi. Parce que le marché est toujours dans l'idée, pause, et après, ils montent les taux. Et ça baisse très vite après. Voilà. Ouais. Et ce que disent aujourd'hui, et ce qu'essayent de faire passer le message, et ça, c'est pas encore totalement intégré dans les marchés, et on l'a encore eu, alors on a eu 7 discours sur les dernières 24 heures de banquiers centraux, mais en gros, ils disent, on peut skipper, vous savez, on ne monte pas les taux une fois, mais ça veut pas dire qu'on fait une pause. Ça veut et pas dire ils essayent vraiment de casser le mouvement de l'été prend peut-être déjà un peu en considération cette idée du higher for longer, etc. Voilà. Mais il va falloir une manière d'expliquer vraiment l'intégrer, donc ça veut dire qu'on n'a pas totalement tout intégré sur les marchés, notamment sur ces niveaux de taux d'intérêt. Raphaël, s'il y a des points à ajouter, et puis ce qui me marque, si on parle des États-Unis, c'est autant je trouve que le sentiment côté cycle américain reste globalement positif. On continue d'être toujours un peu plus surpris positivement par les États-Unis par rapport à ce qu'on peut attendre. Alors on verra, on reporte l'idée de la récession peut-être sur 2024 ou j'en sais rien. Et à l'inverse du spectre, on a la Chine où le sentiment était déjà quand même très très négatif depuis plusieurs mois, voire quelques trimestres. Et en cette rentrée, j'ai l'impression que le sentiment continue d'être toujours plus négatif sur la Chine, alors qu'on est déjà, quand on regarde la valorisation des marchés actions chinois, on se dit que déjà, on anticipe des choses très très négatives. Alors, parlons de valorisation. Pour commencer, vous avez raison, la valorisation du marché chinois, elle est à la cave. La décote de valo entre les US et la Chine est la plus large historique. Jamais la Chine n'a été si peu chère comparée aux US. Donc, en termes de valo, il n'y a pas d'argument. C'est vrai en plus, et je m'étonne avec vous, le sentiment reste très négatif alors que les nouvelles récentes ont été marginalement plus positives. Août a été un petit peu meilleur que juillet sur les imports-exports, sur le manufacturier, sur les ventes d'auto. Il y a eu quelques chiffres plus encourageants. On a cru déceler une détente géopolitique aussi avec les États-Unis, quoiqu'elle soit très incertaine. On va argumenter de ce point de vue-là. Des mesures de stimulus qui s'accumulent. Alors, aucune d'entre elles n'est bazooka, mais en tout cas, ça s'accumule. Et sur le marché de l'immobilier, peut-être qu'on peut pressentir qu'elles ne sont pas anodines, ces mesures-là. En tout cas, on entend qu'elles pourraient contribuer à stabiliser ce marché. Donc, effectivement, c'est étonnant de voir le manque de regain de ce marché compte tenu d'une décote très importante, d'une part, et d'autre part, de nouvelles plus constructives depuis quelques semaines. Donc, ça en dit long sur le sentiment général. Ouais, c'est ça. Plus long terme, et c'est quand même là-dessus qu'on va raisonner, parce que sur le court terme, de toute façon, on se trompe toujours. Sur le long terme, quand même, et pour l'investisseur, c'est ça qu'il faudra regarder, on est sur des vents de face pour l'investisseur en Chine qui sont très importants, pour certains très handicapants. On va parler d'une croissance qui structurellement décroît au fur et à mesure des années. La croissance structurelle du pays va aller en décroissant. Tout ça, il y a beaucoup de facteurs, mais on pourra aussi parler de facteurs démographiques qui sont dramatiques en Chine. Utilisons les mots, dramatiques. Une économie qui croule sous la dette publique et privée. Oui. Et des épisodes de marché, de segments d'économie trop endettés, on sait comment ça se finit mal, et c'est long. Donc, un autre facteur, en particulier à travers ce segment immobilier qui est essentiel à l'économie, avec 20% du PIB, je crois, qui est l'immobilier, une grosse partie de l'épargne des Chinois. Donc, un gros problématique de dette, et puis une dimension géopolitique qui est aussi grave, avec une bipolarisation de ce monde qui finira par coûter, ou en tout cas, on s'éloigne des fondamentaux qui ont porté l'économie chinoise pendant 10, 20, 30 ans, ou en tout cas depuis leur entrée de la Chine. Donc pour vous, c'est les perspectives de long terme de la Chine qui expliquent que même sur le court terme, les investisseurs n'arrivent pas à trouver d'arguments suffisants pour au moins tactiquement peut-être se dire que
le fond de la piscine est proche, quoi, pour dire les choses. Je n'argumenterai pas sur le court terme, vous me laisserez cette pirouette. Et on peut imaginer un rebond compte tenu des cotes et de nouvelles qui sont bien meilleures. Ça ne changerait Pour pas la big picture, néanmoins, mais ça apporterait un peu de il faut soulagement. regarder la big picture. Ouais, et la big picture, elle est très difficile. C'est très difficile d'aller faire un pari sur ce marché. On peut spéculer sur le court terme, on peut faire un coup. Pour l'investisseur fondamental qui a investi sur de la conviction long terme, on a beaucoup de fanions orange ou rouge qui sont agités devant nous. On peut une petite bouffée d'oxygène de quelques mois à court terme là, en provenance de Chine, qui qui améliorerait un peu le sentiment, juste l'ambiance sur les marchés vis-à-vis de l'Allemagne, etc., etc. Non, je pense que la vraie big picture, comme on dit, c'est la transition un peu accélérée vers un régime de croissance plus lent. Donc on attendait depuis des années, et là il semble bien que les autorités chinoises abandonnent de facto la cible de croissance de 5%. Et donc on va converger donc plus rapidement. Ça veut dire quoi en creux ? Ça veut dire qu'en dépit de l'éclatement de la bulle immobilière, parce que c'est quand même une crise immobilière assez sévère, et bien malgré cette crise immobilière, les autorités prennent des petites mesures qui, de notre point de vue, ne sont pas susceptibles de changer radicalement la donne sur ce ralentissement. Donc on est très en deçà des anticipations moyennes sur l'économie chinoise. On anticipe 3,7 l'an prochain, un peu moins à l'horizon 2025. Donc on voit bien qu'on a une trajectoire baissière vers ce nouveau... Il n'y a pas de réimpulsion pour vous là. Le but là, actuellement des autorités chinoises, ça semble être le fait de vouloir limiter les dégâts et d'éviter les effets de bord sur la consommation des ménages. Donc ils prennent les mesures, le minimum des mesures possibles pour... Mais pas de stimuler. Non, parce qu'il y a un excès d'offre qu'il faut apurer. Donc je pense que là, ils ont bien pris conscience de ça. Et puis il y a d'autres objectifs. Les autorités chinoises ont d'autres objectifs que le simple cible de croissance. On voit bien que c'est des objectifs, il faut être politique étrangère, de politique interne, etc. Donc il faut faire très attention en effet avec cette nouvelle gouvernance. Donc il faut être prudent en effet en termes d'allocation. Mais la chose la plus importante qu'il faut avoir en tête, en effet, c'est qu'en effet, il y a des facteurs structurels, ça a été dit, qui pèsent sur le potentiel de croissance de moyen terme de l'économie chinoise. Et pour l'investisseur, ça va aussi mal que ce que les indicateurs macro déjà avec la fiabilité, ou est-ce qu'il y a quand même des trucs booming en Chine? Moi, j'ai des investisseurs qui me parlent la transition, les panneaux solaires. Ils auront installé plus de 200 gigawatts de panneaux solaires cette année. C'est plus que ce qui a été fait dans l'ensemble du monde l'an dernier. Les véhicules électriques, tout le monde nous parle de la déferlante qui arrive, etc. Il y a quand même des secteurs d'activité en Chine, j'ose le mot, où c'est quand même booming. Mais il y a une opacité sur la gouvernance chinoise qui, je pense, se paye au prix fort en termes d'attractivité pour les investisseurs étrangers. Ça suffit pas d'avoir quelques secteurs clés comme ça. Ça suffit probablement pas pour les investisseurs, en tout cas à court terme, qui attendent d'y voir un peu plus clair en termes d'objectifs des autorités chinoises, qu'elles sont prêtes à faire pour stabiliser la croissance. Alors ceci dit, on n'est pas dans le pire des scénarios. Il n'y a pas, entre guillemets, d'atterrissage brutal de l'économie chinoise. Si les autorités chinoises veulent vraiment stabiliser les choses, parce que ça ralentit trop fortement, ils continueront, ils amplifieront les mesures qu'ils sont en train de prendre. Donc ils ont les mesures, ils ont les moyens quand même de stabiliser. Mais ils sont prêts à accepter... L'objectif, c'est stabilité, c'est pas relance. Ils sont prêts à accepter le coût en croissance de la crise immobilière, et c'est ce qu'on est en train de voir, et ça va sans doute se poursuivre dans les trimestres. Ça se voit sur les devises, c'est vrai que on reparle un peu du yuan. Alors il y a le dollar fort en face qui a rebondi quand même tout au long de l'été, et puis le yuan, ils ont même du mal à tenir visiblement la bande de fluctuation qui fixe tous les jours. Christian. Oui, alors par contre, il y a quand même un vrai changement par rapport il y a encore au début d'année. Au début d'année, on parlait tous de le fameux plan de relance chinois, la sortie du Covid, les plans de relance chinois, et j'avais même des clients qui pensaient ouvrir des fonds spéciaux dédiés à la Chine pour profiter de cet effet boom de on a calé l'idée de la revanche, du shopping revanchard sur les Chinois, de ce qu'on avait vu en Europe. Pour être honnête, moi j'étais aussi un peu sur cette idée de redémarrage assez fort, donc je vais dire que je ne jette pas la pierre, mais ce que je veux dire, c'est que cet été, j'ai été très marqué par l'ensemble des articles qui sont sortis dans la presse, qui étaient surtout, alors comme toujours, il y a un mélange toujours de conjoncture et de structurel. Et j'ai trouvé qu'on a eu un vrai déplacement de la communication dans la presse, où on parlait que des problèmes structurels de la Chine et non plus des problèmes conjoncturels. Dans la presse chinoise ou dans la presse internationale? Et quand on prend tout, on voit que ça y a un vrai changement. L'économiste a fait 2 unes sur la Chine, ce qu'elle n'avait jamais vu, je crois, 2 unes successives pour dire que ça allait pas bien. Vraiment sur les aspects structurels. Alors pourquoi je dis ça? Ça peut paraître anecdotique, mais pour les investisseurs, ça joue énormément. Parce que vous aviez encore, il y a 6 mois, des investisseurs qui raisonnaient conjoncture chinoise, plan de relance chinois. Et là, maintenant, on commence de plus en moins à avoir un consensus qui est en train de se mettre en place sur un problème structurel chinois. Et là, ça change beaucoup de choses dans les choix d'investissement, dans les choix de valorisation des entreprises chinoises, et puis sur le yuan maintenant, d'où les pressions sur le yuan très fortes. Alors,
très court terme, je pense qu'il va y avoir un rebond de l'économie chinoise parce qu'il y a quand même des mesures qui sont mises en place. Alors, c'est pas des mesures aussi flamboyantes que l'on pouvait croire. C'est pas un plan systémique. Voilà. Mais il y a quand même cette baisse des taux d'intérêt sur les crédits hypothécaires chinois qui va quand même redonner du pouvoir d'achat aux sur les Chinois. crédits existants, si j'ai bien compris. Voilà. C'est ça. Le stock à partir du 25 septembre, on a les grosses banques chinoises qui ont annoncé cette baisse de taux d'intérêt. Donc, ça a quand même donné un peu de pouvoir d'achat aux Chinois. Non, mais je parle vraiment du conjoncturel. Ça règle pas le problème. Les problèmes plus structurels. Et puis, il y a aussi un autre élément qu'on ne parle pas souvent, je trouve pas assez, mais c'est toutes les conditions climatiques qu'on a pu avoir au cours de cet été, qui étaient très défavorables. Et la Chine est l'un des pays qui est le plus sensible au monde à ces dérèglements climatiques. Et ça a vraiment freiné l'économie chinoise, qu'on le veuille ou non, des inondations, des vagues de chaleur. C'est pas des choses qui permettent à l'industrie de tourner à plein. Donc, il y a eu aussi peut-être des éléments un peu techniques. Alors, vous allez me dire, peut-être que les conditions climatiques vont rester dures cet hiver, mais je pense qu'il y a quand même des facteurs un peu ponctuels qui ont un peu amplifié et dégradé la vision que l'on avait. Donc ça, c'est l'aspect purement conjoncturel. Structurellement, il y a un vrai problème en Chine, c'est le poids de la consommation. C'est-à-dire que, rappelez-vous, après la crise financière, ils ne voulaient plus être dépendants de l'extérieur et ils voulaient avoir une demande intérieure, une croissance de la demande intérieure. Et ça, c'est un échec complet, puisque finalement, le poids de la consommation dans le PIB n'a pas réellement remonté. Donc, on a une crise sur le consommateur chinois qui perd une confiance parce qu'il y a une crise immobilière, qu'il avait placé toute son épargne dans la crise immobilière et donc il n'a pas envie d'un seul coup de réduire son épargne parce qu'il est en train de voir que sa retraite... Il n'y a pas de welfare state en Chine, oui. Il y a sa retraite qui est en train de s'effacer avec la baisse des... Donc le consommateur chinois, à mon avis, est lourdement impacté, il va être durablement impacté. Et puis l'autre élément structurel, et ça je pense qu'on n'en parle pas encore assez, c'est la perte de part de marché qu'a la Chine sur le marché américain. Et ça, c'est quand même très visible. Quand on voit la part des exportations chinoises dans le total des importations, enfin, américaines, oui, d'accord. Les produits chinois importés par les États-Unis, voilà, d'accord. Et on voit qu'il y a cette baisse continue, et on peut se dire que finalement, les taxes Trump, les taxes qui ont été poursuivies par l'administration Biden, commencent à vraiment handicaper. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit très clairement que l'investissement privé en Chine stagne. Il n'est plus aussi dynamique. Pourquoi ? Parce que les entreprises chinoises aujourd'hui investissent au Vietnam, investissent dans d'autres pays d'Asie pour contourner les règles américaines, mais ce sont des investissements qui ne sont plus faits sur le territoire chinois. Ouais. Donc, d'une part, il y avait ce déséquilibre de la consommation, mais ça va se poursuivre et ils n'ont pas réussi à le régler. Et en plus, cet investissement, il est durablement affecté à cause de cette désynchronisation des marchés. Et on peut dire aujourd'hui que les Américains ont gagné leur pari, qui était de vraiment freiner la Chine. Et là, c'est vraiment visible. Les grands perdants, c'est les Chinois pour l'instant. On peut dire ce que l'on veut, mais des mesures américaines, ils ont coupé le consommateur américain. Ils sont en train de désensibiliser le consommateur américain du producteur chinois. Et ça, pour l'instant, ça marche. Et ça, par contre, c'est un vrai coup pour l'économie chinoise. On aura toute une série de données en provenance de Chine relatives au mois d'août, la semaine prochaine, production industrielle, vente au détail, capex, investissement, etc. pour prendre un peu la mesure, effectivement, du mois passé côté chinois. Si on parle des marchés, Raphaël, alors évidemment... D'un point de vue indiciel, pour les marchés actions, ce qui compte aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, 30, 40 mégacaps dans le monde, quoi, à commencer par les 7 premières américaines et peut-être une dizaine en Europe, qui sont concentrés dans des secteurs clés, la tech, au niveau mondial, et donc américain en premier lieu. Et puis chez nous, voilà, c'est le luxe qui représente ce secteur clé important pour la tenue des indices. Sur quelques séances, c'est quand même des secteurs qui envoient des signaux de sous-performance. Le luxe notamment, je n'ai pas fait le compte de la série de séances de baisse de LVMH, mais il y a dû y en avoir au moins 5, 6, 7 peut-être d'affilée. Ça perdait 2% tous les jours. Je prends l'exemple d'LVMH parce que c'est emblématique, mais j'ai rarement vu ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose là qui est en train de tourner dans les marchés actions, notamment du point de vue de l'intérêt des investisseurs ? Oui, on peut sentir un pivot, en tout cas une zone de consolidation, d'interrogation. Évidemment, les marchés ont beaucoup payé cette année, de très belles performances. Vous l'avez très bien dit, cette performance, elle est principalement due à une poignée de valeurs, je dirais même une poignée de facteurs. Donc tout ça inquiète. Et on arrive à un moment, on a beaucoup débattu là-dessus, où on a des doutes sur l'inflation, où les taux d'intérêt ne semblent pas vouloir coopérer, ce qui était un espoir fort des investisseurs, et où on se pose aussi des questions sur la résilience des résultats des entreprises à venir. Elle a littéralement porté les marchés. On a tous été très surpris de cette capacité des bénéfices à être maintenus à des niveaux si élevés. Et on commence à avoir des doutes sur la soutenabilité de cette tendance.
Le consommateur, il fatigue le pauvre, il a des hausses d'énergie, l'inflation commence à rogner son épargne. On voit des chiffres, en particulier aux États-Unis, qui ne sont pas très encourageants en termes d'épargne disponible, en termes de dette de carte de crédit. Et donc, on commence à imaginer que le consommateur, qui jusqu'à présent a bien voulu payer ces hausses de prix successives, commence à s'essouffler. On commence aussi à se dire que finalement, le phénomène inflationniste a été très bénéficiaire aux entreprises à la hausse. Elles ont réussi à répercuter la hausse des coûts et un peu plus pour faire grossir les bénéfices. Et donc, potentiellement, à la baisse, on pourrait imaginer que la désinflation puisse les pénaliser. On va voir, mais c'est un On ne l'a pas encore vu. C'est-à-dire qu'on a vu aux États-Unis les indices d'inflation quand même passer de 9 à 4 ou 3. Mais dans les résultats du T2, par exemple, ce phénomène de désinflation et de pression sur le pricing power des entreprises, on ne l'a pas encore vraiment constaté. On ne l'a pas vu. Maintenant, on voit l'essoufflement des hausses de prix. Ça commence à être marqué sur l'été. Et inversement, les coûts peuvent être potentiellement encore significativement élevés. On va parler des matières premières, l'énergie, qui repart très fortement à la hausse. Ça va attaquer les marges. Donc on verra. Mais en tout cas, l'ambiance est moins réjouissante qu'elle a pu être. Et puis, nous, chez Tikehau, on regarde beaucoup un facteur, indépendamment des sujets d'inflation, récession. Il y a un facteur qui nous inquiète, dont on parle peut-être moins. C'est le facteur liquidité. Mais oui. Et nous, on n'est pas économistes. On n'est pas macro-physicien. Ce qu'on fait, c'est qu'on finance en dette et en capital des petites entreprises sur le PI, sur l'immobilier, sur la dette. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, cet effet retard des hausses des taux, qui a été beaucoup discuté, y compris par les banquiers centraux, par Mme Lagarde, à peu près. Est-ce que ça se transmet ? Quand ? Est-ce que ça se transmet d'une part et quand ? Mme Lagarde l'a très bien dit, on a vu une répercussion de ces hausses des taux dans les conditions financières. Les banques sortent, les conditions financières deviennent restreintes, le prêt immobilier devient compliqué à obtenir. Donc ça, c'est une chose. Ce qu'on n'a pas vu encore, c'est des répercussions sur l'économie. Or, on le sait, le risque est grand que cette répercussion se fasse sentir. Vous regardez, la dette souveraine, évidemment, va être financée, on en a parlé, à des niveaux beaucoup plus élevés. On a les explosions des déficits et, à côté de ça, des taux qui montent et une demande qui diminue. Dette souveraine, on a un sujet. La dette corporate est un sujet. On avait jusqu'à présent le plaisir d'avoir des bilans d'entreprises assez sains. 2022-2023, très peu de besoins de refinancement. Elles avaient anticipé. 2024-2025, on est sur une autre histoire et on commence à avoir dès l'an prochain. Dès l'an prochain, ouais. Dès maintenant. Ah ouais, dès maintenant. Dès maintenant. Nous, on voit des émetteurs venir vers nous en disant attention, on a un souci. Ouais. On voit aussi sur les marchés cotés, il y a eu des grandes entreprises emblématiques. Mais qui étaient des usual suspects, qui n'étaient pas non plus. Enfin, Casino, Altis, d'accord, mais c'est pas des dossiers. Ça reste très spécifique et bien identifié par tout le monde. Je l'espère. Car d'accord. Toutes les entreprises qui ont un problème de levier, trop de dettes et des besoins de refinancement aigus sont en difficulté et auront du mal. D'accord. Besoin de capital, ça coûte cher. Besoin de liquidité, il y en a de moins en moins. Les banques sortent des marchés. Et donc, les marchés obligataires commencent un petit peu à stresser sur ce sujet-là. On va faire payer la liquidité, le coût de la liquidité. Le coût de la liquidité, le crédit a de la valeur, le capital a de la valeur, la liquidité a un coût. C'est une nouveauté, il va falloir s'y réhabituer. On a parlé de la dette corpo, on peut parler des banques, de la hausse des dépôts, on peut parler évidemment de l'immobilier. On a des effets retard certains. Les baux ont une certaine durée. On le voit par exemple dans l'inventaire des maisons neuves aux États-Unis. Il était à 2 millions avant le Covid. Il est aujourd'hui à 1 million. Les gens arrêtent de vendre parce que de toute façon, ils ne pourront pas se faire refinancer pour racheter. Mais à un moment, on fait des enfants, il va falloir acheter plus grand. Tout ça va venir nous mordre les mollets petit à petit. Et pour le risque de marché, c'est celui-là. Selon nous, c'est celui-là qu'il faut avoir à l'œil. Tout ça incite à la plus grande prudence. Didier, alors je vous laisse apporter vos éléments, mais ça pose la question, effectivement, où est-ce que la politique monétaire telle qu'elle a été menée aux États-Unis et en Europe, où est-ce qu'elle se transmet le plus vite dans le système et dans l'économie réelle ? Comme on a un système bancarisé en Europe, le durcissement des conditions de crédit bancaire va se transmettre peut-être un peu plus rapidement à la zone euro. D'accord. Et donc la zone euro est plus en risque à court terme que les États-Unis qui bénéficient encore d'effets, même s'ils sont temporaires, qui soutiennent la croissance. Alors un élément, je suis complètement d'accord avec cet élément de durcissement des conditions de liquidité, durcissement des conditions de crédit, qui va au final
commencer à mordre sur l'activité économique l'an prochain. Et si on regarde l'économie mondiale, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des éléments de resynchronisation du cycle qui vont se mettre en place. Parce qu'on attend un ralentissement de l'économie américaine, l'Europe ralentit, la Chine ralentit. Le ralentissement chinois, il va forcément avoir un impact sur l'Asie et aussi sur certains pays européens comme l'Allemagne. Donc on a un beau ralentissement de l'économie mondiale. Il y aura moins d'écart entre les économies l'an prochain. Alors, moins d'écart, ça dépend entre lesquelles, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'économies émergentes, même si elles ralentissent, restent avec des niveaux de croissance assez élevés. D'accord, ok. Donc il n'y a pas de risque de récession mondiale. Mais en revanche, la croissance mondiale, telle qu'on la mesure, va ralentir assez nettement en dessous de 3%, 2,3-2,4% l'an prochain. Et de notre point de vue, ça va mettre une pression sur les profits des entreprises. Et donc je partage à 100% ce qui a été dit sur les effets sur les marges des entreprises. Il y aura moins de capacité à répercuter les hausses de prix, par exemple les hausses de prix énergétiques récentes, dans une phase d'affaiblissement de la demande. Donc il y aura moins d'effets marge positif, qui a beaucoup surpris la plupart des observateurs cette année, et il y aura une contraction normalement, enfin en tout cas des chiffres d'affaires qui sont moins présents. Donc au final, on devrait quand même avoir des profits qui vont passer par une période de trou d'air. Et ça, c'est pas anticipé par les marchés. Donc il y a sur les actifs entre guillemets type les bourses, il y a probablement une période, un moment de vérité qui va se matérialiser dans les mois qui viennent. Et on a commencé à voir une petite correction, mais cette correction ne permet pas de rendre attractifs les marchés et les bourses aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on anticipe sur les profits en lien avec cet affaiblissement de la croissance. C'est pas parce que les profits, alors dans la phase d'inflation, ont même mieux que bien tenu, puisque les marges ont augmenté. C'est pas parce que jusqu'à présent, dans le début, la première phase de désinflation, là aussi les niveaux de marge sont préservés. C'est pas pour ça que ça continue encore en 2024, Christian. Oui, c'est pas pour ça. Alors surtout qu'on aura des effets d'acquis qui vont être très très négatifs, parce que si vous prenez un deuxième semestre qui ralenti pour l'année 2024, ça s'annonce pas très très très, très positif, puisqu'on aura un bon premier semestre de 2023, un deuxième semestre en ralentissement, et donc la comparaison forcément en variation sur un an sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus négative avec cette dynamique-là. Ce qui s'est traduit d'ailleurs par ce que nous a dit l'INSEE, l'acquis de croissance en France par exemple pour 2024, elle sera presque nulle. Donc c'est la même chose au niveau des entreprises, au niveau des résultats des entreprises. Donc ça, c'est un élément forcément négatif pour les prochains mois. Ça va jouer quand même sur le discours des entreprises, parce que j'ai vu encore beaucoup d'entreprises que lorsqu'elles ont publié leur premier semestriel, n'ont pas révisé à la hausse leur guidance annuelle. Donc elles ont eu un premier semestre au-dessus des attentes, mais elles n'ont pas voulu relever. Donc ça vous montre bien qu'elles n'étaient pas très confortables sur le deuxième semestre. Donc ça veut dire que ça, on ne va pas pouvoir le faire pour l'année 2024. Donc il y a un vrai problème sur les résultats des entreprises, mais surtout, je pense, et ce qui n'est pas intégré, et ce qui pourrait véritablement faire réagir les marchés, c'est si on a la perception qu'il y a véritablement un risque de récession. Là, en ce moment, on a un discours qui est de dire, alors la voie en or, comme certains banquiers centraux l'appellent aux États-Unis, dans lequel on tue l'inflation, on monte les taux, et puis croissance molle, mais finalement pas de récession. Alors c'est génial, c'est super. J'y crois pas beaucoup, personnellement. Je crois pas que les économies vont agir. Mais en tout cas, tant qu'on est dans cette voie en or, entre cette possibilité, en tout cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vends pas mes actions. Je reste sur le compartiment action. Alors certes, j'ai le monétaire qui rapporte pas mal, mais je reste sur les actions parce que je me dis je vais jouer le prochain cycle de redémarrage. Par contre, si je vous dis que dans les 3 prochains mois, il va peut-être falloir passer par une récession, là on aura des arbitrages. Et c'est un peu ça, à mon avis, le risque aujourd'hui qu'on a sur les marchés d'actions, c'est le fait qu'on n'a pas finalement intégré véritablement un risque de récession. Niveau de prudence là par rapport aux actifs risqués, aux actions chez Tikehau aujourd'hui, et dans une logique d'investissement de rentrée, où est-ce qu'on est confortable ? Alors on est très prudent, je pense qu'on a compris. En particulier sur les actions, on constate d'une part un risque sur les multiples de valorisation avec des taux haussiers, et un risque sur les earnings, sur les bénéfices, les attentes de résultats, qui semblent très optimistes à la lumière de ce qu'on vient de dire. Pour rappel, plus 11% selon le consensus de croissance des bénéfices en 2024 aux États-Unis, plus 7% en Europe. Donc on n'est pas sur des récessions de bénéfices selon le marché. Non. Donc là, il y a un vrai risque baissier. On va être défensif. On est plus constructif sur l'obligataire, où il nous semble que les primes de risque sont un peu plus adéquates. Et le bon vieux compounding, l'effet d'accumulation cher à notre ami Warren, aujourd'hui peut être valable. Globalement, on va être très sélectif sur les valos, très sélectif sur les dossiers. On ne fait rien de distress, on évite le levier comme la peste, on a peur du risque de refinancement.
Et puis inversement, aller apporter du capital, des liquidités à des bonnes entreprises qui en ont besoin et qui ont fait leurs preuves à travers le cycle, c'est probablement la bonne façon de faire. On peut aujourd'hui rentrer dans les dossiers à des niveaux de décote très importants parce que le capital est très cher, il est rare. La même chose pour les liquidités et pouvoir en fournir. Oui. Ça peut être la recette. Didier, il y a, en un plus mot, de ça, il y a des opportunités probablement du côté des pays émergents. Donc c'est notre sentiment, du côté des obligations dans les pays émergents, parce qu'on oublie que l'inflation a été maîtrisée dans un certain nombre de pays, qui ont certains degrés de liberté de baisse des taux d'intérêt. Ça a commencé, qui ont des niveaux de taux d'intérêt plus élevés dans un portefeuille diversifié. Même avec ce qu'on a vu sur le dollar et les taux américains cet été, ça ne va pas contrarier ces banques centrales des pays émergents là. Le dollar, de notre point de vue, il va connaître une séquence baissière. Fondamentalement, il est surévalué par rapport à un certain nombre de devises. Donc c'est même la devise en dette locale. Donc il faut regarder ça. Il faut regarder évidemment tous les écarts de cycle à l'échelle mondiale, parce que même si l'économie mondiale ralentit, les émergents hors Chine représentent encore des opportunités d'investissement, y compris du côté des actions. Mais on l'a compris, du côté de la bourse américaine, de la bourse européenne, c'est pas là qu'il faut faire des paris très marqués directionnels. Ceci dit, il y a toujours de la valorisation relative aussi à regarder de très près qui peut amener de la valorisation. De la valeur. Christian. Oui, naturellement. Alors déjà, le monétaire, je trouve que c'est un couple rendement-risque exceptionnel. Mais il faut le rappeler à chaque fois, vous avez raison. Voilà, quand on ne sait pas où on va, c'est plutôt... C'est ce qu'on cherche, le rendement risque idéal, le couple... Voilà, aujourd'hui, ça reste quand même très attrayant. Au-delà de ça, on peut, à mon avis, revenir clairement sur l'obligataire, puisque aujourd'hui, très clairement, on a des taux qui peuvent un peu remonter, mais on ne va pas atteindre des niveaux très élevés, puisqu'on voit que l'économie ne le supportera pas, et on aura forcément à un moment donné, à mon avis, un ralentissement qui favorisera l'obligataire. Donc, aller sur ces secteurs-là, je suis beaucoup plus embêté sur la bourse. Parce que sur la bourse, où aller jouer les technos, oui, mais bon, c'est pas forcément un scénario si positif. Et puis, en cas de récession, c'est pas vraiment le secteur sur lequel j'ai envie d'aller avec une valorisation qui reste élevée. Aller sur les défensives, il y a rien qui fasse rêver en ce moment. Et les cycliques, c'est pas le moment d'y aller. Alors, je sais qu'il y a eu quelques mouvements, quelques arbitrages sur des valeurs cycliques. On a du mal à les comprendre. Économiquement, je parle purement parce que c'est value, parce qu'il y en a qui ont des multiples de récession déjà dans le secteur auto, dans la banque, on trouve des multiples qui sont des multiples de crises. Tout ce qu'on vient de dire, c'est la Chine qui ralentit, l'Europe qui va mal. Oui, je sais bien. Globalement, j'ai du mal à. Mais dans certains secteurs, c'est peut-être déjà marqué en partie quand même. Oui, mais j'ai quand même du mal aujourd'hui de y aller parce que c'est pas cher. Donc ça peut encore être un peu moins cher. Donc globalement, sur la bourse, je pense que le meilleur moyen maintenant, c'est commencer à sous-pondérer très clairement le marché action. Et c'est ça qu'il faut faire. Et ben voilà pour ces recommandations de rentrée. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, Altair Economics, Didier Borowski, Amundi Institute et Raphaël Thuin, Tikeo Capital.